parce qu'on s'est beaucoup intéressé à la fertilité minérale, etc. Et c'est vrai que parfois, on peut négliger la partie physique qui est pourtant essentielle. C'est-à-dire, mais je crois que c'est ce que tu vas raconter. Alors j'arrête là. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, on va faire un petit pas de côté et parler maintenant de la partie physique du sol et plus précisément de comment mesurer cette fertilité physique, comment la mesurer au champ et avoir une mesure qui puisse être reliée à une fonction du sol. Donc on a évalué plusieurs indicateurs et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, en termes de contexte, on a besoin d'outils pour évaluer la fertilité du sol. On l'a vu sur la fertilité chimique, on a besoin de faire des analyses pour piloter, pour gérer son système. C'est la même chose pour la fertilité physique, et que ce soit pour un objectif de gestion de la parcelle à l'échelle de l'agriculteur ou aussi dans nos pratiques d'expérimentation, on a besoin d'outils pour pouvoir évaluer l'impact de différentes pratiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de tests qui existent, notamment des tests rapides au champ. Alors, vous connaissez sans doute le profil cultural, qui est la méthode, on va dire la méthode de référence. Ensuite, il y a eu tous ces dérivés avec le mini-profil 3D, les différentes variétés de tests bêches. On a aussi la mesure de la densité apparente, des mesures au pénétromètre. Puis on voit apparaître de plus en plus aussi de tests rapides de vitesse d'infiltration de l'eau ou de stabilité structurale. Et au milieu de toute cette multiplicité des tests, et encore je ne les ai pas tous cités, on peut se demander lesquels sont pertinents, qu'est-ce qui permettent de mesurer, lequel utiliser dans quelle situation finalement, et comment les interpréter. C'est ces questions-là que nous avons voulu démêler au cours d'une collaboration entre Arvalis et Auréa, et qui s'est appuyé sur 2 stages. Un premier stage réalisé par Clément Chevalère, qui était basé à Auréa en 2021-2022, et qui a commencé par faire un inventaire dans la biblio, alors qu'il n'est pas forcément exhaustif, mais quand même assez complet, des différents tests qui peuvent exister. Et on avait constitué une première grille d'évaluation pour, dès la phase de biblio, faire un premier screening des tests qui paraissent les plus prometteurs. Ces tests-là, Clément les a appliqués sur le terrain, donc au champ, pour pouvoir aller plus loin dans l'évaluation. On a appelé ça évaluation qualitative, parce que ce n'est pas forcément que des données mesurées, il y a aussi des informations. Il les a évaluées sur des critères de praticité, de faisabilité au champ, sur des critères d'intérêt, de pertinence en termes d'interprétation, et aussi de répétabilité ou de fiabilité du test. Et ensuite, un deuxième stage a été mené par Sarah Rano-Harrison à Arvalis, ce coup-ci en 2023, où là, elle s'est focalisée seulement sur 4 tests pour lesquels elle a regroupé un très grand jeu de données pour essayer de comprendre quels sont les facteurs de variation qui permettent de comprendre quels sont les facteurs qui font varier les résultats de ces tests et nous aider du coup dans leur interprétation. Aujourd'hui, je vais vous parler que de 3 des tests que nous avons étudiés, à savoir le SLEG test, le Birkan test et le pénétromètre. Le SLEG test, c'est un test qui permet de mesurer la stabilité structurale du sol, donc sa résistance aux dégradations physiques, on va dire. Et il s'appuie sur le fait d'immerger des petites moltes de sol et d'observer leur désagrégation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne fait pas ça n'importe comment, donc on répète déjà 18 fois, et il y a un temps d'immersion à respecter, il y a des critères assez objectifs d'évaluation de la désagrégation qui permettent d'affecter à la fin une note assez robuste. Ensuite, on a étudié le Birkan test. Lui, il permet de mesurer la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol, et plus précisément la vitesse d'infiltration de l'eau en régime stable. Donc le principe, c'est d'utiliser un cylindre qu'on positionne sur le sol, légèrement enfoncé dans le sol, de verser une lame d'eau équivalente à 10 mm d'épaisseur et de mesurer le temps nécessaire à son infiltration. Puis on réitère l'opération autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que le temps d'infiltration soit stabilisé. Et une fois qu'on est arrivé à ce régime stable, on peut regarder la vitesse d'infiltration. Et enfin, le dernier test, c'est le pénétromètre, qui consiste à mesurer la résistance du sol à la pénétration, ce qui est un proxy de la résistance à laquelle la racine va devoir faire face au cours de son élongation. Et pour ça, on mesure la force nécessaire à l'enfoncement d'une tige dans le sol. La mesure peut être faite entre guillemets au ressenti si on a une simple tige, ou avec un manomètre, voire jusqu'à un capteur de pression pour un pénétromètre électronique. Donc,
à partir de maintenant, je vais vous parler que de ces 3 tests, mais des différentes phases de travail. Donc, première partie, évaluation sur les bases de la biblio et de la mise en œuvre sur le terrain. Donc là, l'objectif, c'était premièrement d'évaluer la praticité des tests, ensuite de mesurer leur répétabilité et de les comparer à une méthode labo de référence, quand il y en avait une de dispo. Ce n'est pas toujours le cas. Donc pour ça, on s'est appuyé sur 6 sites sur lesquels on est allé faire des mesures. La plupart sont des sites sur lesquels on avait des essais avec plusieurs modalités. Donc on a différentes variétés de travail du sol avec des parcelles en labour, des parcelles en TCS et une parcelle en prairie. Et on a aussi différentes gammes de pierrosité puisque c'est souvent ce qui va être limitant pour un certain nombre de tests. Donc, je vous présente là un exemple de résultat pour le SLEC test. Ce que vous pouvez voir ici, donc sur le graphique, c'est la note de SLEC test en ordonnée en fonction de la valeur moyenne du MDW, donc le Mean Diameter Weight des 3 tests. C'est la mesure de référence au laboratoire par la méthode Le Bissonnet, qui est une méthode normée. Et donc, du coup, on voit une assez bonne corrélation dans nos mesures avec un R carré de 70% entre la note du SLEC test et la mesure de laboratoire. Parallèlement, vous pouvez voir dans le tableau, en termes de variabilité entre répétitions dans une même parcelle, même modalité, donc toutes choses égales par ailleurs, on a un coefficient de variation de l'ordre de 20% en moyenne, même s'il peut varier entre 0 et 43 selon les parcelles. Donc, ce qui nous paraît assez prometteur pour un test terrain d'avoir cette gamme de variations et surtout cette corrélation avec une valeur de référence à 70%. Si on fait maintenant un petit panorama sur les 3 tests, donc le SLEC test, ses principaux avantages, c'est qu'il est standardisé, comme je vous disais au début, il y a une façon assez précise de procéder, ce qui permet d'avoir cette bonne répétabilité. Il est assez simple et rapide à mettre en œuvre. Et il se corrèle bien à notre référence laboratoire. Ses principales limites, ça va être qu'il est difficile à mettre en œuvre dans des sols sableux ou aussi lorsque le sol est trop humide, on a plus de risques de dégrader la structure avant d'avoir fait l'évaluation. Pour le BIRCAN test, il a l'avantage de nécessiter peu de matériel et de quantifier un processus qui est très concret pour un agriculteur, c'est-à-dire quelle quantité d'eau mon sol va être capable d'infiltrer pendant un orage avant que ça ruisselle ou que ça s'engorge. Par contre, il a l'inconvénient de pouvoir nécessiter beaucoup d'eau et d'être chronophage. Alors, beaucoup d'eau, surtout si on est en sol sec, puisqu'il faut arriver jusqu'à la saturation, et chronophage, surtout quand on est dans un sol avec une infiltration lente, parce que du coup, on va passer beaucoup de temps à chaque volume d'eau avant de pouvoir lire les résultats. Et dans notre étude, il a montré une très forte variabilité, en moyenne un coefficient de variation de 38%. On a eu jusqu'à plus de 90% sur certaines parcelles au maximum, ce qui nous paraît quand même vraiment trop élevé. Du point de vue du pénétromètre, il a l'avantage d'être simple et rapide, il suffit d'enfoncer une tige. Par contre, il faut un matériel spécifique, alors qu'il peut être très peu onéreux si on est sur une tige simple, ou très onéreux si on va vers un pénétromètre électronique. Et on va être gêné dans les sols caillouteux. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu plus sur la deuxième partie de l'étude qui a consisté à essayer de retrouver quels sont les facteurs qui font varier les résultats. Donc là, pour cette étude, l'objectif, c'était vraiment d'identifier les facteurs de variation parmi des facteurs liés au sol, aux conditions de réalisation ou au système de culture, et du coup de pouvoir nous aider à interpréter les tests. Pour ça, on a regroupé toutes les données disponibles chez Auréa et chez Arvalis, donc celles qui nous ont servi qui ont été collectées lors du travail de Clément, plus toutes celles qu'on a dans nos essais, différents essais, puisque ces tests-là sont des tests qu'on met en œuvre aussi dans nos expérimentations. Et ensuite, on a réalisé différentes analyses multivariées, donc essentiellement des analyses en composantes principales, des forêts aléatoires et des régressions multiples pour essayer de voir les relations et les liens entre les différents facteurs de variation et les résultats de nos tests. Donc, les variables explicatives que nous avons étudiées sont des variables sol, essentiellement la granulométrie et le taux de matière organique, qui provenaient d'une analyse de sol chaque fois qu'il y a eu une analyse de sol. Si on ne l'avait pas, on se rattachait à un sol type de notre base de données sol, donc la donnée est un petit peu moins précise. Et on a utilisé aussi toutes les données de classification du sol et de ses différentes sensibilités à la battance ou au risque de tassement, etc., liées au sol type le plus proche dans notre base sol. Pour les conditions météo au moment des mesures, on s'est appuyé soit sur la station météo la plus proche, soit sur un algorithme de spatialisation à partir de données géographiques.
pour avoir le cumul de P-ETP sur les 7 jours qui précèdent la mesure. Et on a aussi fait des estimations de mesure de l'humidité du sol pour les situations où on avait des mesures au pénétromètre. Et enfin, en termes de pratique, on a récupéré le grand type de travail du sol, la profondeur de travail du sol, et puis on avait des informations aussi sur la couverture du sol, la présence de vers de terre et l'usage de matière organique. En termes de facteurs de variation sur le SLEC test, déjà on peut dire que sur l'horizon qu'on a appelé H1, donc c'est les 2 premiers centimètres, hein, vraiment très très superficiels, on a des notes qui vont de 2 jusqu'à 6, mais la majorité est entre 3 et 6, donc plutôt stable. Même chose sur l'horizon H2 entre 0 et 10. On voit que notre jeu de données, nos données de SLEC test sont assez bien expliquées par l'ensemble des variables que nous avons choisies. Et on observe des effets de la matière organique avec une assez bonne corrélation. Et on augmente, pour 1 point de matière organique supplémentaire dans le sol, on augmente de 0,42 notre note de SLEC test. On a aussi des effets du sable et plus généralement de la granulométrie et du travail du sol. Et puis enfin, c'était plus surprenant, on a aussi un effet du bilan P-ETP avant la mesure. Et donc, on recommande de faire attention à éviter les situations trop humides, puisque c'est là qu'on voit qu'il y a le plus d'impact sur la note. Pour le Birken test, on voit qu'on a des mesures qui sont très variables, de 0,03 mm par minute jusqu'à 37 mm par minute. Et notre médiane est à 2 mm par minute, donc sur un jeu de données de près de 450 cylindres, on a quand même des valeurs très faibles qui sont très représentées. Et on constate une mauvaise représentation de ces mesures-là par notre jeu de variables, avec aussi une très forte variabilité entre répétitions, même quand on est toutes choses égales par ailleurs. Pour l'anecdote, c'est ressorti significatif la valeur de la répétition. Et du coup, en l'état, le test nous paraît peu efficace pour quantifier l'effet de pratique sur une vitesse d'infiltration, en tout cas dans un contexte d'expérimentation et avec le protocole tel que nous l'avons appliqué jusqu'à maintenant. Parce que beaucoup trop de variabilité. Cette variabilité est croissante lorsque la vitesse augmente et on n'arrive pas à l'expliquer par un effet du travail du sol ou de la texture, ce qui était notre hypothèse a priori. Enfin, sur le pénétromètre, on a commencé déjà par essayer de synthétiser les valeurs obtenues, puisqu'on a travaillé avec un pénétromètre électronique, et on a travaillé sur 2 indicateurs. Le premier qui est l'air sous la courbe, donc qui donne une valeur moyenne de résistance, en fait. Et le deuxième indicateur qu'on a appelé un indice de tassement dans l'horizon travaillé, qui consiste à calculer le ratio entre la valeur maximale sur l'horizon 0,35 et la valeur minimale entre 35 et 50 cm. L'idée est de détecter est-ce qu'il y a un tassement dans les 35, ou en tout cas une zone plus résistante dans les 35 premiers centimètres par rapport à l'horizon sous-jacent. Ce qu'on voit, c'est sur nos près de 600 points de mesure, donc quand je dis un point de mesure, c'est en fait la moyenne de 10 répétitions. On a une aire qui est en valeur médiane à 110 cm mégapascal, et le ratio, lui, il n'a pas d'unité, mais il est à 1,3, ce qui veut dire qu'il est un peu plus de 1, donc légèrement tassé. Je n'ai pas précisé, mais vous avez sur les petits graphiques en vignette, je ne sais pas si le laser... Voilà. Ici, vous avez une courbe classique quand il n'y a pas de tassement. Et puis, plus il va y avoir un tassement qui est de plus en plus marqué, plus on va avoir un ventre se dessiner sur la courbe. Et du coup, notre ratio augmente en même temps. Donc, un ratio médian de 1,3, ça veut dire qu'on a quand même une majorité de parcelles dans lesquelles il y a une zone plus dure, plus résistante dans les 35 premiers centimètres. Quand on regarde maintenant qu'est-ce qui fait varier les résultats du pénétromètre, je vous ai mis ici en illustration les résultats de l'ACP, mais le texte que je présente s'appuie bien toujours sur les 3 analyses, l'ACP, les forêts aléatoires et les régressions multiples. On voit que l'air est très fortement expliqué par la densité apparente, mais aussi tout de suite derrière par l'humidité et l'interaction entre l'humidité et la capacité au champ, grosso modo l'état hydrique du sol. Et le travail du sol intervient dans une moindre mesure. Et par contre, le ratio, lui, il est moins bien représenté dans nos jeux de données. Par contre, il a l'avantage de ne pas être corrélé à l'humidité et d'être beaucoup plus significativement corrélé au travail du sol, donc probablement plus prometteur pour traduire un problème de tassement, en tout cas dans les 35 premiers centimètres. Donc, pour conclure, je pense que ce qu'on retient de cette étude, c'est que le SLEC test permet une appréciation fiable de la stabilité structurale, et c'est un test qu'on va continuer à utiliser en complément de mesures labo.
Le Birkan test, lui, il permet d'évaluer la capacité d'infiltration du sol, mais il est très variable, ce qui veut dire qu'il faut mettre en œuvre beaucoup de répétitions pour avoir un résultat exploitable. Et que dans notre étude, on n'a pas réussi à montrer de facteurs explicatifs. Donc, on se dit qu'il faudrait peut-être travailler à l'amélioration de la méthode et peut-être l'interpréter en classe d'infiltration plutôt qu'en valeur précise. Et enfin, sur la résistance au pénétromètre, donc, c'est une méthode qui permet facilement de détecter une zone plus compacte. Et ça peut être fait soit avec une simple tige ou une tige à manomètre pour un agriculteur qui veut prendre des décisions sur ses pratiques de travail du sol notamment, ou dans de l'expérimentation, on peut utiliser un ratio, alors que nous on a fixé entre 0,35 et en dessous, mais on peut ajuster la profondeur selon ce qu'on recherche pour détecter des zones plus tassées. Et la valeur moyenne de la résistance à la pénétration dépend fortement de l'humidité, mais le ratio du sol permet de s'en affranchir, enfin le ratio de tassement permet de s'en affranchir, et c'est là tout son intérêt. Merci Pascal, on peut l'applaudir. Tu restes là parce qu'on va prendre quelques questions. Merci beaucoup. Alors il nous reste encore pas mal de temps, donc on pourra poser des questions à nos deux intervenantes. On va commencer par qui? Alors ici à droite, deuxième rangée, ou voilà, c'est pareil, très bien. Ça sera à vous après. C'est la deuxième que vous posez. Ouais. C'est bien. Donc ça fait 3 en tout. Donc Julien David, toujours au MC2. Est-ce que dans les expérimentations, vous avez fait le pénétromètre, si j'ai bien compris, il y a des choses qui sortent avec le rendement, si c'est dans des essais où j'imagine il y a de la récolte? Alors là, on a regroupé beaucoup de données qui viennent de différents essais, donc des essais où on regardait l'effet de couvert sur la structure du sol, donc on n'a pas de mesure du rendement, et d'autres essais effectivement où on regardait l'impact du tassement sur le rendement du maïs, et là effectivement on voyait bien un effet du tassement sur le rendement et un effet du tassement sur la mesure au pénétromètre. Enfin, on vérifiait avec le pénétromètre qu'on avait effectivement réalisé le tassement attendu, et on voit des effets sur le rendement. Mais ça dépend aussi de l'année climatique, c'est pas complètement linéaire le lien de tassement-rendement. Mais il y en a quand même un, donc c'est pas inutile d'avoir ces informations sur la fertilité physique. Alors, deuxième question, voilà, ça passe directement à son auteur. Bonjour, Clément Fontaine de Rofins Galis. Ma question c'était, donc vous avez pas mal de paramètres qui déterminent plutôt la macroporosité dans ces indicateurs-là. Comment déterminez-vous plutôt la microporosité et qu'est-ce que vous pensez typiquement du ratio argile sur matière organique, enfin matière organique sur argile qui a pu être évoqué historiquement? Alors c'est vrai qu'effectivement on mesure la macroporosité et je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais on avait fait des mesures en laboratoire dans la première phase de travail de perméabilité au laboratoire pour voir si on avait les mêmes résultats qu'avec le Birkan. Mais comme ça mesure la la microporosité, c'était vraiment trop peu comparable. Et du coup, le ratio matière organique sur argile, on l'a intégré dans les paramètres de nos analyses multivariées. Alors, il faudrait que je reprenne, je n'ai pas tous les résultats par cœur en tête, mais parfois il apparaissait légèrement significatif, mais ce n'était jamais le principal facteur explicatif de nos mesures. Ok, merci. D'autres questions au fond là-bas, sur ma gauche. Carmine Sole avec AgroSoup Clermont-Ferrand. Y a-t-il des alternatives au Birkan vu la variabilité? Et, ou sinon, on peut agir sur les facteurs du Birkan, je ne sais pas, la surface du cylindre qu'on utilise ou des autres facteurs? C'est une bonne question, c'est justement ce qu'on est en train de se poser. Oui, il existe plein de méthodes pour mesurer la vitesse d'infiltration de l'eau dans le sol. Le Birkan a l'avantage d'être la plus simple à mettre en œuvre et demander peu de matériel, donc elle se développe beaucoup. Et manifestement, nous, on ne s'y est pas pris comme il faut pour avoir des résultats fiables. Donc effectivement, les pistes de travail, ça peut être d'augmenter la surface du cylindre, mais ça veut dire aussi beaucoup plus d'eau à utiliser, donc c'est plus lourd à mettre en œuvre. Ça peut être de multiplier les répétitions. Ça peut être aussi, comme je disais à la fin en conclusion, de non pas chercher à avoir une valeur précise, mais plutôt une classe et de se dire est-ce que ça infiltre suffisamment bien ou rapidement, lentement, sans être très précis si c'est pour un premier diagnostic. Et après, ça va être la prochaine étape de nos travaux, ça va être de regarder comment on peut se doter d'une méthode plus pratique au champ. Sachant que je sais qu'il y a des travaux qui se font aussi autour de BioFunkTool pour essayer d'améliorer cette méthode. Merci Pascal. Alors c'est le président Lionel qui pose la question. Bonjour. Ouais, juste une
un témoignage. C'est vrai que parfois je fais des mesures avec des étudiants avec la méthode du double anneau, mais ce n'est pas moins variable que ce que vous avez. Et on a, comme vous, rarement réussi à faire le lien avec les pratiques agricoles, ce qui est normalement le thème de nos exercices sur le terrain. J'avais une question par rapport à un chiffre que vous avez donné, c'est sur le Slack test, plus 0,45 par point de matière organique. Le point, c'est quoi? C'est 1 ou c'est 0,1? Ça voulait dire quoi? Parce que si c'est 1% de matière organique en plus fait juste 0,45, c'est très très faible. Oui, et j'ai eu un doute aussi en le relisant, il faut que je revérifie, mais pour moi c'était 1%, mais il faut que je revérifie tout à l'heure et je vous redirai parce que effectivement ça me paraît très faible. Je sais qu'on a testé aussi avec la présence de couverts et on avait des bons résultats où on n'avait pas besoin de beaucoup de biomasse de couverts pour augmenter le Slack test. Et donc du coup ça me paraît bizarre aussi ce 1%, mais je le revérifierai tout à l'heure. D'accord. Mais ça pose beaucoup de questions, hein, ce test. Moi, personnellement, que je trouve très intéressant parce qu'avec les problèmes de changement climatique et de périodes pluvieuses plus intenses, c'est vrai que la capacité d'infiltration des sols, c'est quand même quelque chose qui peut-être va revenir sur le premier plan. Alors, au fond, on a une question. Oui, je suis étudiante à Bordeaux Sciences Agro et j'ai travaillé cet été avec justement le test de stabilité des agrégats. Et je me demandais, dans le cas où l'agrégat se désagrège beaucoup au contact de l'eau, comment on statue sur le fait que c'est parce que le sol est stable et pas compacté? Oui, c'est toujours la difficulté, c'est qu'un sol compact, en fait, de fait, devient stable. Donc du coup, on est toujours un petit peu embêté. Dans nos essais, on a évité de prendre nos échantillons sous les passages de roue, par exemple, sous les derniers passages de roue bien visibles, pour s'affranchir de ce problème-là. Mais c'est toujours la difficulté dans l'interprétation que si on n'a pas du tout d'autres éléments à côté pour savoir est-ce qu'on est dans une situation tassée ou non, on ne peut pas vraiment savoir si c'est lié au tassement ou pas, cette stabilité structurelle. Merci. D'autres questions? Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions aussi à Blandine, hein, sur la BDAT. Ah, ben elle a une question. Donc, ça sera après, parce que là, il y en a une ici. Mais après, c'est promis, je reviens. Nathalie Vassal de VET-AgroSup. Donc, nous aussi, on essaye de faire ça avec les étudiants. Et je voulais savoir si dans ton jeu de données, tu avais pu avoir une relation ou un lien entre les mesures de slide test et avec la méthode Birkan. Puisque nous aussi, on essaie de s'interroger sur l'infiltration de l'eau et on n'est pas très satisfait. Et puis nous, on rencontre beaucoup de difficultés aussi avec les no-toneurs en argile, où ces tests sont un peu compliqués parfois. Oui, il y a un petit peu d'argile, hein, du côté de chez vous, là. Oui. Non. Alors, Pascal. Effectivement, on a essayé de voir les liens entre en utilisant plusieurs tests en même temps, entre les indicateurs entre eux. Il n'y avait pas de grand lien entre la vitesse d'infiltration et le Slack test. Par contre, il y avait plus, par exemple, entre le test bêche et le pénétromètre, ce qui était assez rassurant. Mais entre Slack test et Birkan, on n'avait pas de choses très flagrantes. Jean-François Zilman, MEAC. Est-ce que l'idée Numéro 2. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'idée pourrait être de coupler les méthodes? C'est-à-dire, vous avez dit on essaye de s'écarter des passages de roue visibles. Et pourquoi pas utiliser le pénétromètre pour faire un diagnostic des zones de tassement et pouvoir prélever entre ces zones de tassement pour écarter ces zones de tassement non visibles, par exemple? Oui, on peut le faire. Après, là où sur le Slack test, comme c'est surtout l'horizon vraiment, les tout premiers centimètres, en général, c'est plutôt le passage de roue visible en surface qui va impacter les tassements non visibles. C'est souvent parce qu'ils sont plus profonds. C'est pour ça qu'on s'est appuyé surtout sur la surface. Mais effectivement, il y a un gros intérêt à combiner ces différents tests. Ils sont complémentaires, ils mesurent chacun des choses différentes qui nous renseignent sur différentes fonctions. Et l'interprétation est plus riche quand on a plusieurs indicateurs et qu'on voit le panorama des différentes fonctions du sol que quand on n'en regarde qu'un seul. Bien, moi, j'avais une question du coup, sur l'indicateur de tassement, justement. Donc, vous prenez la valeur maximale dans l'horizon 1, on va dire, non, minimale, sur la valeur maximale dans l'horizon 2. Du coup, en fait, on prend du coup, en fait, forcément, on montre un tassement. Enfin, oui. Est-ce que vous avez essayé de faire ça avec... Pourquoi ce choix?
Et du coup, est-ce que c'est parce que quand on prend les valeurs moyennes, on ne distingue pas suffisamment les situations que vous avez cherché à... En fait, ce choix, c'est parce qu'on se rend compte par expérience que la résistance est croissante vers la profondeur. Bien, généralement, on a une résistance plus forte au fur et à mesure de la profondeur, même sans présence de tassement. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, notre résistance de base d'un sol non tassé, ce serait la valeur minimale qu'on voit dans l'horizon sous-jacent, là où il n'y a plus de risque de tassement. Et c'est pour ça qu'on a utilisé cette valeur minimale entre 35 et 50 par rapport au maximum, pour voir le pic, l'endroit où il y aurait le plus de résistance au-dessus. Et ça nous permet notamment de détecter des situations, si par exemple on a un tassement profond qui a eu lieu, puis il y a eu un travail ensuite, qui fait qu'il reste juste un peu de tassement entre 25 et 35 cm. Si on prend une valeur moyenne, comme si c'est bien travaillé dessus, que ça a été régénéré, enfin un travail du sol ou autre d'ailleurs, on verra plus, enfin la valeur moyenne, elle sera pas très élevée, alors qu'il reste quand même une zone réellement fortement résistante, et c'est pour ça qu'on a choisi le maximum de l'horizon, on va dire de l'horizon superficiel, de l'horizon travaillé, par rapport au minimum de l'horizon non impacté. Ok, merci Pascal et Blandine. Alors, je crois qu'il y a un numéro 3. Ah non, il y a... Alors, voilà, donc il y a d'autres questions. On va donner la priorité et puis on reviendra vers vous. Ici, à ma gauche. Ah non, à ma droite. À ma droite, d'accord. Moi, j'ai déjà le micro, du coup, je me permets de parler. Elsa Rouchès, AMF. Merci aux intervenants pour la qualité de leur présentation, de leurs travaux. J'ai une question pour Blandine. Je pense que beaucoup dans la salle seraient intéressés par les évolutions de la matière organique des sols. Est-ce que c'est envisagé dans la suite de vos travaux ? Et aussi, je me doute que c'est pas simple, mais dans quelle mesure vous pouvez avoir accès aux pratiques culturales, ACS, TCS, etc., des agriculteurs et les intégrer dans l'interprétation des résultats ? Ça marche ? Oui. Oui, effectivement, là, je n'ai pas parlé de carbone aujourd'hui, mais c'est effectivement, bien sûr, un élément qu'on regarde et qu'on va regarder. Donc là, les résultats sont tout frais, donc on n'a pas encore eu le temps de regarder, mais il y a eu des travaux précédents qui ont mis en évidence des évolutions aux échelles régionales, parce que quand on parle de carbone, il y a des dynamiques locales en fait qui sont un petit peu différentes des dynamiques nationales. Et là, on aura aussi à comparer les résultats de la BDAT avec d'autres programmes du GISOL, notamment le réseau de mesure de la qualité des sols, donc pour lequel on retourne il y a 2000 sites en France sur lesquels on retourne tous les 15 ans, avec des mesures beaucoup plus précises, dans le sens où on a vraiment l'information sur la manière dont le sol est utilisé. Donc, je ne suis pas sûre que la BDAT soit l'outil pour mettre en lien avec les pratiques, mais il y a d'autres bases de données qui permettent de le faire. Après, de la même façon, à titre... il y a ce qu'on peut faire sur la base de données nationale, et puis il y a ce qu'on peut faire peut-être sur des sous-jeux de données, peut-être avec des laboratoires qui auraient cette information et qui voudraient bien nous la mettre à disposition pour qu'on regarde peut-être plus précisément l'intérêt de regarder la puissance d'explication de ces facteurs. Donc voilà, un peu une réponse à deux niveaux. Sur la BDAT, c'est un petit peu difficile pour l'instant, mais pourquoi pas l'envisager sur certains sous-échantillons, et puis d'autres programmes qui sont faits pour ça, en fait, de mise en lien de ce qu'on observe dans le sol et des pratiques. Et teneur en matière organique, oui, on peut le regarder aussi. Oui, bien sûr. Là, ça faisait trop pour une seule présentation, oui, mais d'accord. C'est effectivement des choses qu'on a eu des premières cartes qu'on n'a pas du tout encore eu le temps de valoriser, mais voilà, c'est prévu. Et puis... Pardon. Et du coup, je ne l'ai pas rappelé dans la présentation, mais il y a un site web en fait dédié à la présentation des résultats de la BDAT, donc sur lequel on peut afficher élément par élément sur les différentes périodes et à différents niveaux d'agrégation depuis le département jusqu'au canton. Et pour l'instant, ça n'intègre pas la dernière période que je viens de présenter, mais dans l'avenir, ça le fera. D'accord. Je crois qu'il y avait une question par là et une autre ici. D'accord. Allez-y. Bonjour, Aurélie Rousselin, chargée d'expérimentation à l'APREL, qui est une station d'expérimentation en maraîchage. Et j'avais une question sur la BDAT. Avant de se poser la question sur les pratiques, est-ce que vous avez dans la base de données la destination de la parcelle ? Est-ce que c'est une prairie ? Est-ce que c'est des grandes cultures ? Est-ce que c'est du maraîchage ? Parce que je pense que les trajectoires seront un peu différentes selon la filière qui est concernée. Alors, par analyse, on peut avoir cette information, mais les
laboratoire soit ne la renseigne pas systématiquement, ou nous, ça n'arrive pas systématiquement jusqu'à nous, en fait. On a un code d'utilisation de la parcelle pour savoir effectivement si c'est de la culture, une culture pérenne, ou une prairie, ou un milieu urbain. Enfin, voilà, on a à petit niveau cette information, mais l'information n'est pas complète dans la BDAT. Ok, ici à ma gauche, voilà. Oui, bonjour, Thomas Pitra, Société Géocarta. J'ai une question que je voudrais adresser à Madame Mettet. Donc on peut supposer que dans la mesure où la variabilité du sol est importante au sein d'une parcelle, faire une seule observation dans la parcelle ne serait pas suffisant pour analyser la fertilité physique du sol. Donc est-ce que vous avez abordé les questions mettons, relatives au géopositionnement des observations, la densité, et puis derrière, comment interpoler les résultats obtenus juste à des observations ponctuelles pour évaluer le potentiel à l'échelle de la parcelle, quoi. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas représenter toute la parcelle avec une mesure physique, surtout que ces mesures, elles sont quand même très spatialisées, enfin très localisées. Par exemple, la tige du pénétromètre, c'est 1 centimètre carré de contact avec le sol. Donc on passe par de la répétition de mesures. On peut facilement répéter la mesure avec le pénétromètre, ça va très vite, donc on ne se gêne pas pour le faire. Avec les cylindres de Birkan, l'emprise spatiale est déjà un petit peu plus grande, mais ça reste quand même très restreint par rapport à la taille d'une parcelle, donc on est obligé de passer par de la répétition aussi. Pour le moment, on fait attention à comment on positionne nos répétitions par rapport à ce qu'on veut voir. Par exemple, si je veux comparer sous un passage de roue par rapport à en dehors d'un passage de roue, forcément j'y fais attention. Si je veux avoir une appréciation globale de ma parcelle, je vais faire attention à faire des mesures. Si j'ai détecté qu'il y avait des zones tassées, par exemple, liées à des passages de roue, à la circulation, de faire un certain nombre de répétitions dans les parties non tassées, une autre partie des répétitions dans les zones plus tassées, et puis de faire des moyennes pondérées en fonction de l'emprise spatiale des zones tassées et des zones non tassées, par exemple. Mais on n'est pas allé au-delà jusqu'à des plans d'échantillonnage très précis et de cartographie. Parce que notre but n'est pas non plus pour le moment de cartographier nos parcelles, mais juste d'avoir des valeurs représentatives, soit d'une parcelle, soit d'une façon de travailler. Enfin, ça dépend du contexte dans lequel on fait les mesures. Ok, merci. Jean-François Zilman, MEAC. Concernant le pénétromètre, je me pose la question des forces de frottement qui vont être au prorata de la profondeur de l'enfoncement du pénétromètre, avec l'idée d'avoir une tige qui serait plutôt conique pour éviter les forces de frottement qui vont peut-être se cumuler au fil du temps que l'on pénètre en profondeur. Et l'idée m'est émergée quand vous avez dit plus on enfonce le pénétromètre, plus on sent une résistance. Y a-t-il pas un petit biais qui pourrait être corrigé de ce côté-là ? Si, il y a complètement un petit biais de ce côté-là. Alors, l'appareil est conçu de telle manière que le cône, la pointe sur laquelle on fait la mesure, fait 1 cm² et la tige qui est au-dessus est plus fine pour qu'il y ait moins de frottement. Ceci dit, c'est très difficile d'être toujours parfaitement vertical et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de frottement et qu'on a ce biais-là avec une augmentation de la résistance vers la profondeur. Je ne suis pas sûre que ce soit que lié au biais expérimental, cette augmentation de la résistance, parce qu'on a aussi des différences de structuration du sol entre les horizons travaillés et les horizons en dessous qui font que la résistance peut être différente. Mais bien sûr, il y a un biais de ce côté-là et idéalement, il faudrait avoir quelque chose qui permet d'enfoncer le pénétromètre de façon absolument verticale et continue. Et dans ce cas-là, il faut le faire faire par une machine. Humainement, ce n'est pas possible, quoi. Mais déjà, dans le contexte que vous précisez, on limite considérablement le risque, alors qu'il existe quand même pas mal de pénétromètres où vous avez une tige cylindrique qui est de même diamètre. Et là, vous pouvez avoir vraiment un biais plus important, je pense. Oui. Ah oui, Après, c'est même sûr. Mais après, voilà, tout dépend aussi de ce qu'on veut faire. Là, l'exemple dont je vous parle, c'est pour des mesures en expérimentation où on veut vraiment récupérer des valeurs les plus précises possibles pour voir des effets entre des pratiques qui vont parfois être assez peu contrastées. Si c'est pour un agriculteur qui veut avoir une idée de est-ce que j'ai des zones tassées dans ma parcelle, est-ce qu'après mon décompactage, il reste une zone plus dure en profondeur, même s'il y a un biais parce que sa tige elle est complètement cylindrique, il peut quand même arriver à faire un premier diagnostic complémentaire d'une observation à la bêche ou avec un profil, par exemple. Oui, il va pouvoir détecter une semelle de labour, une semelle de semis, et puis ça va en rester là probablement. C'est déjà une première étape pour l'aider à généraliser une observation visuelle et à améliorer prendre en compte l'état de sa parcelle dans ses pratiques. Bon, je vais les interrompre parce qu'ils vont faire la conversation tous les deux là.
vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir continuer à discuter. Une dernière question. En haut à droite. En haut à droite, un peu plus haut, voilà. Ah, il y avait une question là ? Bon, alors on va faire court et on prendra les deux. Bonjour, Mathieu de Villeneuve, ICL. Tout ce qui est pénétrométrie, est-ce qu'il y a des volontés au niveau européen de mutualiser les efforts? Parce que j'avais entendu parler en Belgique, avec le CRA de Jean Blou, d'avoir vu des travaux. Est-ce qu'il y a une coopération européenne là-dessus? Personnellement, je ne suis pas au courant, mais c'est possible que ça se fasse. Du coup, je note l'idée. Ok, merci beaucoup. Peut-être pour compléter, en fait, c'est moi, ici. Ah, pardon. Dans le cadre de l'EJP, enfin l'European Joint Programme sur les sols, il me semble qu'il y a un projet européen qui s'intéresse à la compaction du sol. Je n'ai plus le nom du projet en tête, mais voilà, il me semble qu'il y a quelque chose là-dessus. Donc il existe. Oui, Voir sur il y a la un page projet, de l'EJP. oui, mais je ne sais plus non plus ni le nom exact, ni est-ce qu'ils vont s'intéresser au pénétromètre ou à quelles autres mesures, mais il y a aussi de la modélisation dedans, il y a pas mal de choses. Ouais. Ok, on a une dernière question Oui, ici. Alors c'est c'est plutôt, Martine. C'est Annie. Ah pardon, excuse-moi. Vas-y, représente-toi. Annie du parc d'Agrotransfert. Oui, juste en complément sur la pénétrométrie, nous on le pratique beaucoup, mais surtout en comparatif. Ce qui permet, bon, effectivement, il y a des biais à la mesure, c'est très dépendant aussi de l'opérateur. Hein, il faut que l'opérateur soit. On fait en sorte que ce soit toujours le même. Et faire attention aussi pour faire une comparaison à ce qu'il y a eu un mouvement d'eau dans le sol, etc., après un tassement. En tout cas, en comparatif, ça permet quand même de mettre en évidence des choses intéressantes, à la fois en R&D et à la limite pour un agriculteur. Voilà. Donc, oui, ça permet d'atténuer les biais liés à la mesure et la variabilité. D'être en comparatif, d'être dans les mêmes conditions quand on fait la mesure sur la zone suspecte et la zone témoin, quoi. Oui, bien sûr. Pascal. Oui, il y a un certain nombre de précautions à prendre quand on utilise le pénétromètre. Il a l'avantage d'être simple et pratique à mettre en œuvre. Par contre, faut faire attention parce qu'il est très dépendant, notamment de l'humidité et de différents facteurs. Donc, il faut s'assurer qu'on est toutes choses égales par ailleurs si on veut pouvoir utiliser les résultats. Voilà, eh ben, écoutez, je vous remercie. On peut les applaudir encore une dernière fois. Et donc, Lionel va vous donner des indications sur la suite, j'imagine. À toi, Lionel. Alors, c'est le dernier moment pour voter. La clôture des votes se fera à 11h20. Je rappelle, vous en faites ce que vous voulez et vous le mettez dans l'ordre que vous voulez. Les critères pour élire votre poster préféré, l'originalité, l'intérêt scientifique et technique, et puis des critères de plus de forme. Alors, clarté et compréhension des résultats et juste lisibilité. Voilà. Et puis, n'oubliez pas aussi de passer devant les exposants qui, pour certains, présentent aussi des instruments d'indicateurs de sol, tels que ceux dont on vient de parler. À tout à l'heure.